Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conjuguer les plaisirs, une émission de 30 minutes où nous partageons avec vous le plaisir des mots et de la littérature. Nous allons aujourd'hui présenter un nouveau texte que nous propose Fabien. Bonjour. Bonjour Clémence, bonjour à toutes et à tous. Il me tarde déjà de savoir de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. Comme d'habitude, nous commencerons l'émission avec un haïku que je vais vous lire aujourd'hui. Puis nous présenterons l'auteur et l'œuvre, l'ouvrage. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit ? Oui, alors aujourd'hui on va aller sur le continent américain avec Henri David Thoreau et son livre Walden ou la vie dans les bois. Encore un peu de nature pour cet épisode. Beaucoup de nature avec Henri David. Quand cette petite présentation du livre sera faite, nous ferons une première lecture du texte choisi par Fabien et puis ce sera le moment de la dictée. Nous terminerons ensuite avec quelques points d'orthographe et de lexique. Je vous souhaite une bonne écoute et c'est parti pour le haïku. Ses yeux seraient bleus, ciel, mer, la terre et le feu, flamboyants cheveux. Ses yeux seraient bleus, ciel, mer, la terre et le feu, flamboyants cheveux. Merci beaucoup Clémence pour ce haïku. D'ailleurs, on va le voir avec la présentation. Après, je pense, gardez cet haïku en tête. Une fois qu'on aura fini la présentation, la dictée, etc., vous y repenserez. On pourra même vous le redire. Avec plaisir. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'une personnification de la nature. Oui, je vous le dis comme ça d'emblée, il n'y aura pas de secret. On va parler d'une personnification de la nature à travers le texte, comme je vous le disais, de Henri David Thoreau. Son ouvrage s'intitule Walden ou la vie dans les bois. Il a été publié en 1854. Pour info, Henri David Thoreau est né en 1817 et décédé en 1862. Est-ce que tu connais, toi, Clémence, d'ailleurs, ce livre ? Je connais pas du tout. Pas du tout. Très bien, ça va faire une belle découverte. Oui. Et ça fait un beau pont avec l'ouvrage d'Aurélie Janin, avec les personnes qui vont vivre dans les bois, passer du temps dans une cabane. Et Henri David Thoreau également, il a fait 2 siècles précédemment. Et il a mis en place une philosophie, on va dire. On va retracer un petit peu la vie de l'auteur parce qu'elle est vraiment importante. Ce livre est un essai, on ne peut pas dire que ce soit un roman du tout, il n'y a pas d'histoire qui se tienne au long des chapitres, c'est plus des réflexions qui arrivent comme ça. Donc la vie de l'auteur, forcément, elle est primordiale pour ce type d'ouvrage qui nous en dit beaucoup sur le contenu. Alors, Henri David Thoreau est issu d'une famille modeste. Je suis sûr que tu vas adorer le métier de son père. Donc, début 19e siècle, son père était marchand de crayons. Oh non, c'est trop beau. Si c'est pas énorme ça, être marchand de crayons. De couleur, crayon de couleur, crayon de papier. J'imagine tout type de crayon. Je sais pas, j'en sais pas plus. J'avais jamais entendu qu'on pouvait se spécialiser à ce point-là dans la vente de crayons de couleur. Ouais, vente de crayons, voilà, marchand de crayons. J'imagine sa petite boutique avec plein de crayons dedans. Ça doit être vraiment mignon. Alors, il grandit apparemment sans trop d'embûches, assez paisiblement. J'ai dit au début qu'on était sur le continent américain. On va préciser un petit peu, on est dans l'état du Massachusetts, donc tout près de Boston, au nord de New York. Grosso modo, prenez New York, vous allez direction de Montréal, et c'est juste en montant. Et Walden est le nom du lac auquel Henri David Thoreau a passé du temps dans sa cabane. Donc ça s'écrit W-A-L-D-E-N, Walden.
Si un jour vous allez sur le continent américain, que vous allez vers Boston, vous pouvez aller voir le lac de Walden. Il y a encore la cabane de Henri David Thoreau, qui est telle qu'il avait vécu dedans. Bon, maintenant, le parking est payant, c'est une foire à touristes, etc. Mais il y a le lac, il y a la cabane, et il y a, je sais pas, ils ont aménagé des chemins, etc. Donc il grandit sans grand mouvement, paisiblement on va dire, mais il a quand même en tête, en coin de tête même, la figure de son grand-père. Alors son grand-père il est français, normand et corsaire, pirate si vous voulez. Donc voilà, quelqu'un qui n'est pas tout à fait dans les clous. Et Henri David Thoreau va plutôt prendre la voie de son grand-père de ne pas se retrouver tout à fait dans les clous. Il fait des études normales à Harvard et puis ensuite il va devenir donc professeur dans une école et il va se faire virer de cette école parce qu'il refuse d'appliquer les règles du châtiment corporel. Alors il ne s'arrête pas là puisqu'après il prend des positions publiques en faveur des opprimés, des anarchistes et la pratique du végétarisme. Je rappelle, on est en plein milieu du 19e siècle aux États-Unis. Ensuite, philosophiquement, il va rejoindre assez tôt le mouvement des transcendantalistes, mené notamment par Ralph Waldo Emerson, qui habite aussi dans l'État du Massachusetts. Est-ce que tu sais ce que c'est le transcendantalisme ? Pas du tout. Alors, je vais essayer de te résumer rapidement ce que c'est. La croyance des transcendantalistes fondamentale était la bonté inhérente des humains et de la nature. Ils croyaient en une bonté omniprésente dans l'humain et la nature. Ils croyaient aussi que la société et ses institutions, particulièrement les institutions religieuses et les partis politiques, corrompaient la pureté de l'humain et qu'une véritable communauté ne pouvait être formée qu'à partir d'individus autonomes et indépendants. En gros, que l'État, les religions, enfin, tous les dogmes, toutes les chapelles nous corrompent pour notre élévation, on va dire, soit spirituelle ou simplement faire ressurgir la bonté en nous, comme si l'État nous empêche d'être bons. Gros raccourci, quoi. Oui. Gros raccourci. Mais voilà un petit peu l'idée des transcendantalistes. Henri David Thoreau rejoint ce mouvement, il devient ami avec le fondateur de ce mouvement, ainsi que son frère. Voilà, il vit plusieurs temps avec eux. Et ensuite, il décide de retourner à la maison familiale. Il retravaille un petit peu avec son père, donc il reprend un petit peu l'entreprise familiale de vente, enfin de marchand de crayons. Et c'est là où il a l'idée d'aller vivre 2 ans complets de 4 fois, enfin il compte en saison, 8 saisons, dans une petite cabane près de cet étang de Walden. Et de là va naître ce livre, Walden ou la vie dans les bois. Juste avant de parler du livre en lui-même, autre anecdote, il participe activement à la lutte contre les lois esclavagistes. Et il refuse de payer ses impôts qui, pour lui, financent la guerre contre le Mexique. Du coup, il est arrêté et emprisonné parce qu'il n'a pas payé ses impôts. Et bon, emprisonné juste une nuit. Mais de cette expérience, il en tirera un livre qui est devenu un best-seller comme Walden, nommé Désobéissance civile, qui était paru en 1949, 5 ans avant le fameux Walden, ou La vie dans les bois. Mais je crois que Désobéissance civile, ça me dit quelque chose en fait. Certainement. C'est peut-être celui-là qui me parle. Ouais, c'est peut-être Walden, des livres qu'on connaît, voilà, peut-être de loin, ou on sait qu'il y a une espèce de livre socle là-dessus, mais des fois on ne sait pas trop d'où ça vient. Et du coup, maintenant, voilà, on va voir un petit peu le Walden ou La vie dans les bois. Alors, comme je vous le disais, c'est un livre c'est un essai avec pas mal de chapitres. Je vais vous donner le nom des chapitres. Vous allez vous rendre compte un petit peu de comment il voit sa structuration. Le premier chapitre, c'est économie. Il fait quasiment 100 pages.
Alors là-dessus, dans ce chapitre-là, il parle de l'économie générale, mais il parle aussi de son économie à lui, de comment il perçoit l'économie, qu'est-ce que l'économie monétaire, mais aussi l'économie physique, etc. Après, il explique pourquoi il a fait ça, où je vécu et ce pourquoi je vécu. Après, il a un chapitre qui s'appelle Lecture, un autre bruit, un autre solitude, un autre visiteur. Il y en a un même qui s'appelle Le chant des haricots. D'ailleurs, le passage qu'on va lire, ce sera dans Solitude. Il y en a d'autres qui s'appellent Considération plus haute, Voisin inférieur, Premier habitant et visiteur de l'hiver, Animaux d'hiver, L'étang en hiver, le printemps, etc. Voilà comment il découpe son ouvrage. Avant la première lecture, je lis juste la fin de la 4e de couverture. Alors j'ai les éditions de chez Gallimard, enfin l'édition L'Imaginaire de chez Gallimard. Important, la traduction pour ce livre-là, c'est Louis Fabulé. Et donc sur la 4e couverture de ce livre, on peut y lire: c'est là qu'il commence à écrire Walden, grand classique de la littérature américaine, hymne épicurien, souvent loufoque, à la nature, aux saisons, aux plantes et aux bêtes, toutes choses et toutes êtres qui ne sont, selon les propres dires de Thoreau, que l'envers de ce qui est au-dedans de nous. Et je trouve que c'est très bien résumé, que tout le livre, en fait, c'est ça, c'est une espèce de miroir. Chaque chose extérieure a sa répercussion intérieure, et il décrypte ça à travers les chapitres que je viens de donner. Voilà, je crois J'ai une petite question. Oui. Est-ce qu'il a écrit ce livre pendant qu'il vivait dans cette cabane, ou est-ce que c'est plus tard, quand il est revenu un peu, on va dire, à la civilisation, que tous ses écrits sont sortis? Alors, il a pris des notes quand il était dans la cabane, et après il a écrit à l'extérieur de la cabane. Et une autre petite question par curiosité, est-ce que tu as trouvé que c'était plutôt une lecture contemplative, ou quand même c'est quelque chose qui, comme tu parlais d'un essai, est-ce que ça pousse à la réflexion? Est-ce que toi, en le lisant, simplement tu as apprécié ces descriptions de la nature, de ce qui l'entoure, de ce qu'il lit, ou est-ce que ça t'a mené à des grandes réflexions? C'est un livre qui t'a permis de découvrir une autre manière de penser, de vivre? Est-ce que ça a révélé des choses en toi? Ouais, c'était... Il y a quand même les deux. Il y a du contemplatif, mais il y a aussi beaucoup de réflexion. Enfin, comme tu dis, qui l'amène à la réflexion. Et moi, j'ai été un très bon client pour ça. Et comme je disais, vu qu'il y a cette histoire de miroir où il met en parallèle, soit à travers des métaphores ou à travers des réflexions purement philosophiques, du coup, ça amène beaucoup à la réflexion. Et du coup, moi, ça m'a amené à repenser sous une autre forme certaines choses. Alors, c'était plus des choses, on va dire, de la perception de où je vis, pourquoi je vis, un petit peu comme le nom de son chapitre. Enfin, c'est un des chapitres que j'ai préféré, de où j'ai vécu et pourquoi j'ai vécu. Ça, il nous force vraiment à se poser ces questions-là du choix de l'habitat. Et après, je crois que quand on s'est suffisamment puisé en nous, qu'on a suffisamment remué tout ça, après on a quelque chose de clair qui en sort. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation, ça me donne envie de le lire. C'est vrai. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, Fabien a commencé la lecture de Préférer l'hiver d'Aurélie Janin, suite à l'épisode qu'on a fait la dernière fois. Ouais. Peut-être que je te prendrai celui-ci. Quand tu veux, en partant tout à l'heure si tu veux. Eh bien, est-ce que tu veux lire dès maintenant le petit passage? Oui, avec plaisir. Allez. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Et donc, c'est parti pour la première lecture de l'extrait choisi par Fabien, que je me délecte déjà de lire. Une dame d'un certain âge, aussi, demeure dans les entours, invisible à la plupart,
et dans le potager odorant de laquelle j'aime à flâner parfois, cueillant des simples et l'oreille ouverte à ses fables. Car son génie est d'une fertilité sans égale, sa mémoire remonte plus loin que la mythologie, et elle peut me dire l'origine de chaque fable, comme sur quel fait chacune est fondée, car les événements se passèrent au temps où elle était jeune. Une vieille dame robuste et vermeille, qui se délecte de tous les temps et de toutes les saisons, et semble devoir encore survivre à tous ses enfants. Merci beaucoup. C'est très bien lu. Êtes-vous prêt pour la dictée? Clémence, es-tu prête? J'ai mon stylo et ma feuille. Très bien. Eh bien, allez, on commence de suite la dictée. Ah mais j'ai le texte sous les yeux. Oh, la tricheuse. C'est parti. Une dame d'un certain âge. Une dame d'un certain âge, virgule, aussi, virgule, demeure dans les entours, virgule, demeure dans les entours, virgule, invisible à la plupart, invisible à la plupart, virgule, et dans le potager odorant, et dans le potager odorant de laquelle, et dans le potager odorant de laquelle j'aime à flâner parfois, virgule, et dans le potager odorant de laquelle j'aime à flâner parfois, virgule, cueillant des simples et l'oreille ouverte à ses fables. Point. Cueillant des simples et l'oreille ouverte à ses fables. Point. Car son génie est d'une fertilité sans égale. Car son génie est d'une fertilité sans égale, virgule. Sa mémoire remonte plus loin, sa mémoire remonte plus loin que la mythologie, virgule, remonte plus loin que la mythologie. Et elle peut me dire l'origine de chaque fable, virgule. Et elle peut me dire l'origine de chaque fable, virgule, comme sur quel fait chacune est fondée, comme sur quel fait chacune est fondée, virgule, car les événements se passèrent au temps où elle était jeune, car les événements se passèrent au temps où elle était jeune. Point. Une vieille dame robuste et vermeille. Une vieille dame robuste et vermeille, virgule, qui se délecte
de tous les temps et de toutes les saisons. Une vieille dame robuste et vermeille, virgule, qui se délecte de tous les temps et de toutes les saisons, virgule, et semble devoir encore survivre à tous ses enfants, point final, et semble devoir encore survivre à tous ses enfants, point final. Ça a été ? Je crois, oui. J'ai douté que sur un seul mot. Ok. On verra après, je te poserai la question. Oh, d'accord. Tu es prêt pour nous faire la relecture de la dictée ? Oui, bien sûr. Allez, je vous relis cette dictée. Une dame d'un certain âge aussi demeure dans les entours, invisible à la plupart, et dans le potager odorant de laquelle j'aime flâner parfois, cueillant des simples et l'oreille ouverte à ses fables, car son génie est d'une fertilité sans égale. Sa mémoire remonte plus loin que la mythologie, et elle peut me dire l'origine de chaque fable, comme sur quel fait chacune est fondée, car les événements se passèrent au temps où elle était jeune. Une vieille dame robuste et vermeille, qui se délecte de tous les temps et de toutes les saisons, et semble devoir encore survivre à tous ses enfants. Je trouve la dernière phrase vraiment belle et puissante de sens. Ouais. Et je trouve que c'est tellement d'actualité. Ouais, elle est vraiment... moi, c'était cette phrase-là qui m'avait vraiment retenu. Et je pensais que le texte allait découler après cette phrase. En fait, non, elle vient à la fin. Mais elle est vraiment... c'est vraiment une très belle phrase. Je commence par les petits mots que j'avais pensés et après tu me donnes le tien. Fais-toi plaisir à enfin expliquer ta règle du et e. Voilà. Si vous avez suivi le premier épisode, il me semble. On en avait parlé, je sais plus, peut-être. Ouais. En tout cas, Fabien était persuadé qu'il y avait une règle d'orthographe par rapport aux noms féminins qui finissent en et ou en ee. Et il l'a enfin trouvé. Il faut prendre le grand plaisir de nous l'expliquer. Alors dans cette dictée, vous avez pu entendre, alors je ne sais pas si justement vous vous êtes posé peut-être la question, par exemple la fertilité, c'est un nom féminin, est-ce que je mets un E à la fin ou pas ? Ou encore à un moment donné on a sur quel fait chacune est fondée, est-ce que je mets un E à la fin ou pas ? Et je crois qu'il y avait un troisième exemple de ce style. Je sais plus où est-ce qu'il est. Bref, bon, on en a déjà deux, c'est déjà bien. Alors, la règle du E après un E lorsqu'on a un nom féminin. Enfin, je peux vous la donner. La voici. Les noms féminins se terminent généralement par un E. Si on a déjà le son E, donc c'est-à-dire E, accent aigu, eh bien on ajoute simplement un E après. Pour les mots féminins. Ça, c'est la règle générale. Mais, bien entendu, dans la langue française, il y a des exceptions. Donc, on met toujours un E après le « et », sauf pour l'acné, la clé et la psyché. Psyché. Oui, pourquoi j'ai psyché ? Psychédélique. Et pour la psyché. Alors, c'est pas tout, bien entendu, vous savez, la langue française aime beaucoup jouer et nous perdre avec ce genre de choses, parce que les mots qui finissent par t, tier et heure, eux ne prennent pas de e à la fin. Par exemple, la liberté, nom féminin, ça finit par e accent aigu, mais on ne met pas de e à la liberté. Idem pour l'actualité, la simplicité, la moitié, l'ardeur, l'odeur, etc. Sauf... bien entendu, là aussi il y a des exceptions, sauf pour la dictée.
Elle finit bien par un T, T-E, accent aigu, mais on rajoute quand même un E ensuite. La dictée, la jetée, la montée, la pâtée, la portée. Et on parlait aussi des mots en heure, la demeure. On met bien un E. L'heure aussi. Et c'est pas fini. Parce qu'il y a les noms féminins qui indiquent une quantité ou un contenu. Alors là, c'est la règle de base. Et eux. La cuillerée, la brouetée, la charretée, la pelletée, etc. Là, ça ne bouge pas, c'est et normal. Alors Clémence rigole un grand sourire, parce que moi j'étais persuadé que c'était sur des mots comme la pelletée, la brouetée, etc. qu'il y avait une exception et qu'on mettait pas de E à la fin, et je soutenais ça à Clémence en disant mais non, c'est une règle, etc. Et puis en fait non, je m'étais complètement planté. Mais c'est vrai que tu as quand même trouvé cette règle, et quand tu m'en parlais, je pensais pas du tout justement à la liberté, l'actualité, parce que tu me parlais de ta pelletée, c'était vraiment le mot que tu avais à la bouche. Donc voilà, on a enfin une réponse. Et je vois qu'il y a aussi quelque chose à propos des noms masculins qui s'écrivent parfois avec « e ». Ouais. Par exemple, l'apogée, un apogée, e. Le lycée, qui est bien un nom masculin, e. Le pygmée, le scarabée, où on met « e » aussi. Alors que c'est un nom masculin. Voilà. La langue française. Oui, je crois que là, elle est sublimée dans sa complexité par ce type de règles. Je ne sais pas combien de fois tu as dit « sauf pour ça »,« sauf pour ça ». Bon, voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Je sais que je vous ai perdu. À un moment donné, c'est quasiment certain, mais pas trop, j'espère. Donc, fertilité. Ah, du coup, fertilité et... Il n'y a pas de E parce que ça finit par T, E, accent aigu. Et donc, on ne met pas de E, sauf, comme je le répète, pour dicter, jeter, monter, pâter, porter. Et voilà, seulement pour ces mots, on met un E. Mais si vous avez un mot féminin qui finit par T, vous laissez en T. Vous ne mettez pas de E. D'accord, merci beaucoup pour cette précision. Donc, fertilité, E, accent aigu à la fin. Et ensuite, on a, comme sur quel fait chacune est fondée. Alors là, fondée, et il y a le verbe être qui est conjugué juste avant. On l'accorde avec le sujet, et fondée, et tout simplement. C'est ça, puisqu'on parle de chacune qui revient encore plus loin à fable. C'est chaque fable, ensuite qui est repris par le mot chacune, oui. Et donc c'est fondé et puisqu'on accorde en genre et en nombre, c'est ça. Voilà, avec le verbe être. Est-ce que tu veux me dire quel mot tu Oui, en fait c'était... il y en avait deux, il y avait sans égal, d'une fertilité sans égal. Je l'ai écrit correctement finalement au féminin, enfin avec un E à la fin. Et c'était vermeil, je ne sais pas pourquoi. J'ai visualisé tu sais, les petits tubes de peinture qu'on a, de peinture de gouache qu'on a au collège ou en primaire. Oui. J'étais persuadée que c'était E-I-L à la fin. Ah oui. Et je pense que c'est d'avoir eu le texte sous les yeux juste avant pour la lecture où ma mémoire visuelle se souvenait que c'était 2 L-E à la fin. Mais je crois que instinctivement, je l'aurais écrit E-I-L. Et sinon, j'ai douté sur... la deuxième ligne, cueillant des simples et l'oreille ouverte à ces fables. Ces fables, ça aurait pu s'écrire C-E-S, mais comme je savais, je voyais dans le texte qu'on parlait en fait de cette dame, je sais bien ça, je pense que ça se rapporte en fait à cette dame, les fables que cette dame raconte, ou en fait même au potager odorant. Je me suis dit que c'était un pronom possessif et donc j'ai mis SES. Et donc t'as bien fait, mais c'est vrai que c'est pas évident à savoir si les fables c'était celles de quelqu'un ou de quelque chose. De la dame d'un certain âge qu'on dit au tout début, ou plutôt ces fables démonstratives. Ouais, tout à fait. Pas facile, mais t'as bien vu, c'était bien SES. Merci beaucoup pour ces explications de texte. Je vous rappelle que la correction sera disponible à la fin de la saison sur le site internet de La Voyelle Bleue, peut-être sur la page Facebook aussi de Conjuguer les plaisirs. Restez attentifs si vous avez envie de vous corriger soigneusement de manière très scolaire. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à découvrir cette œuvre
que je ne connaissais pas et je te remercie de nous en avoir parlé. Est-ce que tu as un mot de fin d'émission, Fabien ? Non, je n'avais pas préparé de mot de fin, juste à vous souhaiter une bonne journée et à se retrouver très rapidement pour un autre épisode. Et cet autre épisode, ce sera toi, Clémence, qui le préparera. Est-ce que toi, tu as déjà une idée ? Alors, non, je crois que c'est un peu flou. Je me suis perdue dans ma bibliothèque la dernière fois à me dire mais de quoi pourrais-je parler ? En fait, il y a beaucoup de livres qui m'intéressent, mais peut-être que vous vous en êtes rendu compte, on tourne au final sur la thématique assez large de la nature et on a bien envie de dédier cette première saison de Conjuguer les plaisirs à la nature. Donc je vais m'atteler à chercher un texte qui parle d'une manière ou d'une autre de ce qui nous entoure, de cet aspect naturel de la vie. D'accord. Eh ben, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que tu vas trouver comme petite pépite dans ta bibliothèque. Et on le saura la prochaine fois. Merci beaucoup, Clémence. Merci, Fabien. Bonne journée à tous et à toutes. À bientôt. À bientôt. Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue.